Merci pour votre présence. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. Donc, merci pour l'invitation de la Fondation Abdelkader Ben Salah. Entrez, entrez. Bonjour. Donc, si j'ai bien noté, nous avons 3 heures ensemble, donc c'est jusqu'à 3 heures de l'après-midi, c'est bien ça? Nous avons une petite heure. On va essayer de répondre aux questions, de faire un dialogue. Donc, je fais une proposition de déroulé, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, on est en petit comité, ça nous permet d'avoir un échange riche. Donc, avant le masterclass, il y avait quelques personnes qui m'ont déjà posé des questions. C'est qui m'a permis de changer la présentation et peut-être essayer de répondre à ces questions. Donc, c'est une question, il y a une partie, un prisme un peu philosophique sur le SROI, donc le Social Return on Investment et le Economical Return on Investment. Donc, on peut, quand on parle de Social Return on Investment, ça nous fait penser à l'évaluation. Donc, et quand on parle d'évaluation, ça veut dire quelle est notre, la valeur, notre appréciation contre la qualité, par rapport à la qualité, par rapport à la valeur surtout, et quelle est la relation entre cette valeur et l'investissement qu'on met en place pour faire grandir une société, une entreprise ou le tiers secteur. Donc, cette question, peut-être on commence par ça, cette vision un peu plus philosophique. Qu'est-ce que c'est valeur? Donc, quand on pense valeur, on peut dire je vais acheter quelque chose, je vois un produit, je vois un bien, et quand j'achète, ça veut dire que la valeur que je donne à ces produits, elle est supérieure à son prix. Donc, je pense que ça vaut le coup, je paye le prix. Donc, le prix et la valeur, ce n'est pas la même chose. Donc, une chose, c'est il y a un marché. La valeur, c'est quelque chose de très individuel. Moi, je peux donner une valeur à un bien, un service, une formation complètement différente d'une autre personne. Donc, ça dépend de nos histoires, nos historiques, notre contexte. Même dans le temps, ça peut changer. Donc, la valeur, c'est quelque chose de subjectif. C'est une mesure qui donc va essayer d'appréhender cette valeur de façon juste, claire, transparente et pas seulement monétaire. Mais quand on parle d'économique, on pense toujours en termes monétaires. Et ce n'est pas que ça. Il y a aussi ces côtés plus philosophiques. Et donc quand on veut évaluer une activité ou de manière plus vaste le tiers secteur, on doit aller avoir cette vision plus vaste de la valeur. Mais prenons un exemple un peu polémique, disons. Donc, l'évaluation de la valeur d'une société de tabac. Donc, si on part sur un prisme purement financier, elle est rentable. Et donc, génère du profit. Donc, je ne vais pas nommer, mais on a des investissements massifs dans l'industrie du tabac encore. C'est un investissement rentable. Mais est-ce que ça représente la valeur qu'a cette société? Mais si on part du prisme de valeur même, quelle est la valeur pour la société? On peut penser la valeur. L'entreprise tabac, elle est profitable, donc elle génère des recettes fiscales et elle soutient les filières. Et il y a des sociétés qui font des bons travail avec la filière des agriculteurs notamment. Donc ça génère une valeur positive. Mais est-ce que ce cadre, il est complet? Ou est-ce qu'on ajoute même dans la partie économique le côté, toujours dans la perspective de l'État, le coût pour la santé publique, la perte de productivité des personnes qui tombent malades liées
au fait de fumer, et donc il y a une perte de productivité. Donc là, on commence à voir que le bilan n'est pas aussi positif, mais il y a d'autres aspects qui doivent être pris en compte dans une vision plus globale. Et si on parle de la partie sociale, donc là, on va encore plus loin. Il y a une valeur créée, bien sûr, la génération d'emplois, d'innovation, mais aussi une valeur détruite en termes d'impact sur la santé des personnes, la dépendance, l'inégalité aussi. Au moins en France, l'inégalité, les personnes plus vulnérables, elles fument plus que les personnes plus riches. Donc maintenant qu'on est au complet, je fais une marche arrière et j'ai oublié quelque chose de très important de me présenter. Donc, je suis Riccardo Scacchetti, donc je suis le directeur général d'Impact Track. Nous sommes une société spécialisée dans la mesure d'impact. Nous accompagnons les principaux financeurs sociaux en France. Et aujourd'hui, on est présent en plus de 40 pays. On accompagne 700 organisations dans leur mesure d'impact. Notre mission, c'est de rendre la mesure d'impact accessible et on propose une solution innovante à ces sujets. Donc, merci beaucoup pour l'invitation de la Fondation. Et donc, nous commençons ici avec les questions plus polémiques sur la valeur. Et donc, on parle des SROI, EROI. Ça remet à cette notion des valeurs, d'évaluation, quelle est la valeur qui s'apporte par rapport à l'investissement. Et donc, on voit qu'on a un périmètre d'évaluation qui peut varier de la partie plus financière à une vision plus économique pour l'État, une dimension pas que économique, mais aussi sociale et environnementale. Et ça peut changer notre vision de valeur en fonction de le périmètre qu'on prend en compte. Donc aujourd'hui, on se concentre sur beaucoup notre vision sur le périmètre économique et la valeur créée, mais il y a des coûts cachés qui parfois ne sont pas visibles. Dans le cadre des projets de l'économie sociale et solidaire, donc je vais vous donner deux exemples. Un exemple qu'on a travaillé avec IUCN et on a présenté au World Conservation Congress à Marseille. C'était une société qui faisait de l'économie sociale et solidaire au Kenya. Et donc, ils luttaient contre la pollution plastique dans les océans. Donc ça, c'était un problème. Et donc, ils ont travaillé avec les communautés vulnérables sur la collecte des déchets sur les plages. Et ils ont donc formé ces personnes, ils ont formalisé le travail des collecteurs de déchets, ils ont organisé une coopérative autour du recyclage. Et ça a permis donc de nettoyer les plages, et pas que, de permettre à ces personnes de sortir de la pauvreté et aussi améliorer le tourisme, parce que les plages elles étaient très polluées. Et en plus, en parallèle, les acteurs publics ont vu ça comme une opportunité de changer le cadre légal et améliorer la législation quant au recyclage et aux collecteurs de déchets. Donc ça, c'est un exemple que l'évaluation d'impact, si on évalue un projet comme celui-ci et qui n'apporte pas de valeur monétaire directement à la même entité, c'est difficile de dire c'est positif, mais si on prend en compte la valeur générée pour le tourisme, la valeur générée pour les personnes et en termes écologiques aussi, c'est probablement rentable. Mais comment le faire? Mais avant d'entrer sur le commun, je vous présente un deuxième cas, c'est le cas des territoires zéro chômeur de longue durée. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces projets en France. Donc, ils sont partis d'un constat, personne n'est inemployable. Donc,
le travail ne manque pas, il y a beaucoup de choses à faire dans notre société. L'argent public dépensé pour le chômage pourrait être mieux utilisé. Donc, quelle était la logique? Donc, de créer une entreprise de l'économie sociale et solidaire, une association qui générait des produits nécessaires, pas en concurrence avec des produits marchands, donc dont l'activité de recyclage, des remplois, des services aux habitants, de mobilité, d'entretien d'espaces publics. Et ces personnes qui étaient plus de 2 ans sans emploi, donc isolées du marché du travail, elles seraient embauchées si elles le souhaitaient. Et au lieu de payer le chômage, ou dans ces cas plus de 2 ans, il n'y avait même pas de chômage, il y avait juste une aide publique, le RSA qu'on appelle, on investirait dans cette entreprise sociale et ça serait suffisant pour la faire marcher. Donc ça, c'était une théorie. Donc ce n'était pas un investissement, c'était sur un transfert de coûts. Au lieu de payer pour le RSA, je vais investir dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Il s'avère que si on part d'un prisme purement économique, c'était très difficile à prouver. Ça veut dire l'économie des RSA, ce n'était pas suffisante ou très peu pour investir et faire marcher les entreprises de la SS. Mais il y a une question qu'on se pose, quelle est la valeur du travail? Donc on a ici, on travaille tous, bien sûr, il y a le salaire, mais on n'est pas que là pour le salaire. Donc, et cette valeur, elle n'est pas négligeable. Donc, comment on peut aller au-delà de la valeur économique ou même pas, mais comment justifier toutes les valeurs créées par ces projets. Donc, si on regarde le prisme économique, qu'est-ce qu'on observe? Réduction des coûts publics, la mise en place des nouvelles activités. Donc, il y a un effet de réduction de coûts, mais aussi des investissements. Donc, 2000 emplois créés. On a le coût évité des RSA, mais on a aussi les dépenses de financement des activités. Et on a des revenus, c'est que c'était un peu plus difficile, les revenus des fiscalités, parce que les gens qui ont un salaire, maintenant, ils vont dépenser et ça va faire marcher l'économie. Ça, c'était un peu difficile à prouver, à démontrer. Et la consommation locale. Et il y a toutes les autres dimensions, donc notamment sociale, territoriale et institutionnelle, d'insertion sociale, qui permettaient à ces personnes d'avoir de la dignité, d'améliorer leur bien-être, du lien social, de la confiance, stabilité financière, santé mentale, physique. Il y avait des effets territoriaux, la coopération territoriale. Pour mettre un tel projet en place, il y a des échanges entre l'association, les collectivités, et ça crée une dynamique. Ça fait avancer l'économie circulaire, les revitalisations rurales en fonction du projet, et aussi un côté institutionnel d'innovation de politique publique et des réorientations des politiques publiques. Donc il y a plusieurs effets. Comment les mesurer? Donc maintenant, on entre dans le comment. On a aujourd'hui une approche de mesure d'impact qui s'approche d'un consensus. Donc on n'a pas une standardisation de comment mesurer un impact. On n'a pas des indicateurs standards partout, mais l'approche, les étapes qu'on doit suivre, on est assez en ligne parmi plusieurs acteurs. Donc ici, je vous présente une approche qu'on applique chez nous. Donc on va commencer par identifier les parties prenantes. Parce que même les valeurs économiques, il y a des coûts évités pour l'État, mais il y a aussi des gains économiques pour les bénéficiaires. Donc, quelle est la partie prenante qu'on va prendre en compte? Les commerçants locaux. Donc, d'abord, on identifie, on fait une cartographie des parties prenantes. Puis, on va décrire l'impact pour chaque partie prenante. Qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les résultats de ces activités? Quel est l'impact? Puis, on va les quantifier. Puis, on va collecter des données.
Quantifier, ça veut dire, on va dire quels sont les indicateurs qui vont être utilisés pour évaluer l'impact. Puis on va collecter des données, on va analyser ces données et on va faire un reporting. Ici, on le souhaite, on peut convertir cette donnée en termes monétaires. Il y a plusieurs méthodes utilisées. Donc pour l'identification des parties prenantes, on peut faire ce qu'on appelle une cartographie des parties prenantes. Donc on va identifier toutes les parties prenantes. On peut avoir des entretiens avec les acteurs pour comprendre quels étaient les besoins, quel est l'état de départ. Puis pour décrire l'impact, on peut utiliser la théorie de changement. Je vais vous présenter ça ensuite. Pour quantifier l'impact, on va utiliser d'autres méthodes comme des bases d'indicateurs sectoriels. C'est qu'on travaille de plus en plus chez Impact Track. On peut utiliser des méthodes comme ex ante, ex post. Pour la collecte des données, on va s'appuyer beaucoup sur des enquêtes auprès des bénéficiaires. Parce que comme on a vu tout au début, la valeur, elle dépend de la personne. C'est quelque chose de très individuel. Donc ce n'est pas moi, évaluateur, dire l'impact sur les personnes 10 sur 10. Non, c'est la personne qui doit me dire la formation. Est-ce qu'il y a eu une acquisition de compétences? Est-ce que c'était clair? Est-ce que ça vous a permis d'améliorer votre employabilité? Donc, on doit se baser sur une collecte de données où on va consulter les parties prenantes. Et donc, on va utiliser beaucoup des entretiens, d'enquêtes, focus group. Et puis, on va analyser ces données. On va faire différents types d'analyses de statistiques pour voir si elles sont représentatives, pour voir s'il y a des croisements de données. On peut identifier des sous-groupes. Cet impact était plus important sur ces groupes. Pourquoi? Essayer de comprendre les liens de causalité et faire un rapport d'impact pour démontrer ce qu'on est fier et ce qu'on pense faire pour améliorer notre impact. Et bien sûr, on peut monétiser l'impact. Et ici, je décris deux méthodes, mais il y en a d'autres. Mais surtout, quand on parle de monétisation, on parle beaucoup d'analyse des coûts évités et le SROI. Donc ça, c'est un process d'analyse des mesures d'impact. Il y a quelques principes qui guident ces process. Donc on dit le principe, par exemple, de la transparence, le principe de mesurer ce qui compte vraiment. Donc si par exemple, la société du tabac, on ne va pas rester sur un périmètre, mais on doit prendre en compte, dans ce cas, l'impact sur la santé publique. C'était un impact majeur. Donc on va essayer de pas tout mesurer, parce que sinon on va créer une usine à gaz, ça va coûter trop cher, mais de prendre en compte les principaux effets. Et d'autres principes qui vont guider la solidité, la robustesse méthodologique de cette démarche. Juste pour vous donner un exemple de la théorie de changement, je pense que c'est assez important, que ça peut répondre déjà à beaucoup de questions. Donc quand on mesure l'impact, on va essayer de comprendre quel est le lien entre ce qu'on fait et quelles sont les conséquences dans les parties prenantes. Donc si on embauche des salariés, pour illustrer l'exemple du projet de chômage zéro chômage, zéro chômeur longue durée. Donc on embauche des salariés en contrat d'insertion, on les forme et on va collecter et trier et valoriser des déchets textiles. Disons que c'est pour une entreprise dans le secteur des recyclages du textile. Quels sont les résultats? Donc il y a des résultats qui sont immédiats. Donc quand on a une activité de formation, on appelle théorie. Donc c'est une hypothèse, vraiment. Donc on va penser, on va faire des entretiens et on va dire, OK, suite à la formation, qu'est-ce qui se passe? On va avoir une acquisition de savoir-faire, de savoir-être grâce à la formation et grâce aussi à l'expérience pratique. Et aussi, les personnes vont savoir, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Donc il va y avoir une clarification du projet professionnel. Et grâce à l'activité, il va y avoir une réduction du nombre des déchets textiles. Donc, suite à ces résultats, la conséquence de ces résultats, à plus long terme,
qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une intégration professionnelle durable. Ça veut dire, même si la personne elle est licenciée ou elle quitte l'association, elle va savoir trouver un emploi ailleurs, elle va être autonome et elle va pouvoir donc être intégrée dans le marché professionnel. On va avoir une amélioration de la situation financière de la personne, plus stable, peut-être même état émotionnel, et grâce à la réduction du nombre de déchets textiles, une réduction de l'empreinte environnementale de la filière textile. Donc ça, de manière bien sûr illustrative et didactique, c'est ce qu'on essaye de faire pour comprendre d'abord les effets. Donc on crée cette chaîne d'impact et suite à cela, on va dire, regarde moi, ça ne m'intéresse pas, je vais mesurer que ça. Je peux choisir quels sont les éléments. Normalement, on va mesurer, comme je disais, les effets les plus importants. Et pour savoir quels sont les effets les plus importants, on va utiliser 3 critères. La portée de l'impact, donc combien de personnes je touche, quelle est la profondeur de l'impact et quelle est la durée de l'impact. Donc c'est les 3 dimensions, parce que là, on n'a pas mesuré encore, donc on ne sait pas qu'est-ce que c'est le plus important, donc on doit estimer. Et sur cette estimation, on va utiliser ces 3 dimensions pour choisir quels sont les effets clés. Donc ça, c'est la théorie de changement. C'est qui nous permet aussi de comprendre les liens de causalité et expliquer pourquoi ou pas j'ai réussi ou pas à atteindre mes impacts attendus. Donc si on revient sur notre processus, donc on a vu ça, le quoi, puis on va identifier des indicateurs. Donc quand on parle d'indicateurs, on peut avoir des indicateurs objectifs. Normalement, on voit le nombre de personnes qui ont trouvé un emploi. Mais on peut avoir des indicateurs qu'on appelle subjectifs pour mesurer la confiance, l'estime, l'acquisition de compétences. Donc on peut utiliser l'échelle de Likert, on appelle. C'est une échelle des 1 à 5 où la personne elle est tout à fait d'accord ou pas du tout d'accord avec une affirmation et mesurer différents effets. Si on veut mesurer la confiance, on va utiliser la méthodologie des Rosenberg. Si on va utiliser l'estime, non, estime c'est Rosenberg, confiance c'est Sinek. Donc il y a une base d'études des sciences sociales assez solide, robuste, qui nous permet d'évaluer ces effets et qu'on doit s'inspirer et s'utiliser de cette base pour l'appliquer dans la réalité. Donc tout ça c'est existant. On peut s'appuyer sur l'existant pour identifier des indicateurs et mesurer les effets les plus sociaux. Et on peut convertir donc ces indicateurs d'effets en termes monétaires. Pour le faire, comme je disais, il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode des coûts-bénéfices. Donc la méthode des coûts-bénéfices, elle est purement économique. Donc on va, par exemple dans l'exemple que j'ai parlé, on va se limiter à l'emploi. On ne va pas prendre en compte confiance, estime, l'autonomie des personnes. On va se limiter sur le côté économique. Et on va comparer à ces bénéfices économiques. Et on va faire un rapport par rapport à l'investissement. On peut avoir une méthode de SROI. Donc la SROI, la différence, c'est qu'on va prendre en compte les effets plus subjectifs, confiance, estime, et on va les monétariser avec des proxys économiques. Et donc on va pouvoir valoriser la valeur sociale, pas seulement économique de la démarche. Et puis il y a un modèle évaluation socio-économique qui nous permet d'utiliser des valeurs tutélaires donc, qui ont été validées pour estimer, par exemple, en France, on a une base combien ça coûte une personne insérée dans le marché professionnel. Donc c'est des données qui ont été déjà reconnues et on peut les utiliser. Mais pas les valeurs comme SROI, on va utiliser différentes études qui ont été faites en différents pays pour définir les proxys. Donc les proxys, c'est une conversion des effets en valeur monétaire. Donc l'SROI, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre en compte l'impact économique,
social, environnemental, et on va le comparer avec les coûts et les ressources, donc les dons, le financement, le bénévolat, les impôts non perçus, si on a une subvention. Et pour le faire, comment on le fait? C'est très simple. On utilise cette formule-là. Donc c'est l'intégrale de L, Y dans le temps, alpha, bêta, Y, T, à carré. Donc c'est clair, j'imagine. Voilà. Crystal clear. Donc j'imagine que vous avez au moins un postdoctorat en physique quantique. Il faut juste appliquer cette formule et vous avez la valeur, le SROI. Et voilà, merci beaucoup pour votre présence. Donc comment on va faire pour calculer le SROI? Donc on va attribuer une valeur monétaire au résultat. Donc d'abord, il faut qu'on collecte la donnée des bénéficiaires. Il faut qu'on sache qui a eu ou pas un gain en confiance, en estime, qui est autonome pour trouver un emploi, qui a été embauché et qui est aussi content d'être embauché, parce qu'il y a des insertions professionnelles, la personne, elle travaille, mais elle n'est pas bien dans ses baskets. Et puis, on va donc déterminer l'impact réel. Ça, c'est des ajustements qu'on fait. Parce que comme on veut attribuer une valeur économique à un projet, peut-être que le projet n'est pas tout seul à contribuer à ces changements. Donc, il y a des ajustements à faire en termes d'attribution et on peut les calculer. Donc, on va soustraire ces effets externes. Et puis, on va calculer le SROI. Donc, je vais vous donner un exemple. C'est une formule, mais c'est plus simple, celle-là. Donc, d'une personne insérée. Donc, on observe qu'il y a une personne insérée professionnellement pendant 1 an. Donc, quelle est la durée? Parce qu'on peut projeter ça dans le temps aussi. Donc, en termes d'économie pour l'État, ça génère, donc là c'est purement économique, on n'a pas pris en compte la confiance, estime. Donc l'économie pour l'État en termes de RSA non versé, disons, c'est des données fictives, $5 000 par an, plus les impôts des cotisations sociales perçues, donc il y a 3 000 €, donc $8 000 par an d'économie pour l'État. Puis il y a ce qu'on appelle que le poids mort. Donc si le projet n'existait pas, il y a 20% de probabilité que la personne aurait trouvé ce travail de toute façon. Puis il y a un ajustement par rapport à ce qu'on appelle l'attribution. Il y a d'autres projets qui ont aussi contribué à ça. La famille, le réseau, donc ce n'est pas que le projet qui a permis à la personne de trouver un emploi. Et puis il y a un effet de substitution, ça veut dire tu as employé cette personne ici, mais tu as juste déplacé le problème d'un côté à l'autre. Donc un autre emploi similaire, il aurait pu être, n'a pas été créé grâce à ça. Donc on a ces 3 ajustements à faire pour calculer la valeur nette de la personne, insérée, et puis donc on va faire un ratio. La valeur nette par rapport aux ressources, donc $2 000 d'investissement dans le projet, donc c'est 2 fois, ça m'apporte 2 fois la valeur nette. Si on a une projection de longtemps, on doit faire un discount dans le temps de la valeur projetée. Donc une valeur présente, nette du projet. C'est quoi un bon SROI du coup? Ça dépend du projet. Et je pense que je vais aborder dans les limites. Ça dépend aussi beaucoup des hypothèses qu'on utilise. Donc il y a toujours un questionnement, quelles sont les hypothèses utilisées. Et on n'a pas une standardisation des données utilisées. Donc c'est difficile à comparer si la base des valeurs n'est pas la même, si les méthodes aussi
on va projeter sur 3 ans, l'autre va projeter sur 5 ans. Le discount rate, c'est pas le même, donc c'est difficile à dire. Mais en fait, c'est comme si on jugeait un investissement. Donc si on dit à l'investisseur, tu investis $1 et tu vas avoir 2, c'est intéressant. Donc normalement, à partir du moment où c'est plus qu'un, c'est positif. Après, il y a des méthodes, parce qu'on peut, sur les sujets plus subjectifs, confiance, estime, comment on fait pour les monétariser. Je ne vais pas rentrer en détail là-dessus, mais juste pour illustrer quelques méthodes. Donc on a les méthodes des préférences révélées. Donc on peut voir le choix de transport. Donc si on prend le train rapide au lieu du train qui prend plus de temps, les personnes elles sont prêtes à payer ça. Donc je peux évaluer combien ça coûte le temps. C'est une forme d'évaluer, de monétiser le temps. Puis il y a des évaluations des contingences, combien ils sont prêts à payer. Value game, c'est ils font des études, ils disent est-ce que tu changerais cette formation par un paquet de cigarettes? Est-ce que tu changerais cette formation par un billet d'avion au Brésil? Oui, moi, oui. Donc il y a plusieurs méthodes qui peuvent être utilisées. Mais rarement, un projet va s'amuser à le faire, parce que c'est beaucoup trop de ressources. Donc on va faire une recherche, voir qu'est-ce qu'il y a en place, et on va s'utiliser de la donnée académique. Et ça, c'est une des limites, en fait. Quand on veut faire un SROI, rarement on va avoir une monétarisation avec le même public dans le même pays. Donc par exemple, plusieurs études en France, on s'appuie sur des études en Angleterre, en Irlande, et on applique la même valeur, avec une conversion des valeurs. Donc il y a des ajustements. Voilà, c'est ça. Ça fait partie des limites de la monétarisation SROI. Il y a aussi le fait de monétiser des valeurs intangibles. Donc toute cette méthodologie qui a été présentée, elle est... on peut la critiquer. La comparabilité, donc voilà, ça c'est une limite. En effet, on n'utilise pas forcément les mêmes choix méthodologiques, le même périmètre, la même source. C'est coûteux comme démarche. En fait, j'ai pris cette source ici qui disait de 20 à 40 jours. Moi, je dirais beaucoup plus, honnêtement. La démonstration de la causalité, c'est difficile. Je trouve que ce n'est pas la limite la plus importante. Mais je dirais que c'est surtout la limite et le coût de la démarche. Donc si on revient à notre approche des mesures d'impact, donc on a fait rapidement toutes les étapes. Mais est-ce qu'on doit forcément monétiser l'impact? Donc c'est une question que je vous pose. Donc il faut, avant de se lancer, je pense, on peut faire une démarche de mesure d'impact tout courte sans monétiser, mais il faut se poser la question pourquoi mesurer mon impact? Et on voit aujourd'hui que les défis souvent rencontrés par les porteurs de projets, c'est un manque de clarté de l'impact. Un manque de clarté, même au sein de l'équipe, chacun a sa propre vision du changement. Il y a une partie de l'équipe qui pense que l'impact c'est ça, l'autre c'est d'autres effets. Donc ça c'est un défi important, et même qu'on en présente, pas qu'en interne, mais aussi en externe, comment on présente le projet, qu'est-ce qu'on fait. Moi je connais plusieurs DG qui présentent très clairement et il y a une vision commune, c'est beaucoup plus attirant. Puis un deuxième défi, c'est le manque de repères. Donc comment mettre en place un plan d'amélioration si on n'a pas de repères? Cette question, est-ce que c'est bon ou pas Donc par rapport à quoi? Donc avoir des repères d'amélioration, c'est essentiel pour bien formuler une stratégie d'amélioration.
Et troisième, le manque de reconnaissance, les financeurs et partenaires, un peu des preuves. Donc je pense que le SROI répond beaucoup à ça, au troisième, mais peut-être ce n'est pas exactement la première chose qu'on doit faire. Et comme les entreprises de tabac, avant de communiquer, peut-être on devrait faire quelque chose en interne, changer en interne avant de s'élancer dans une démarche de communication. Et je pense qu'une mesure d'impact toute courte, sans la monétarisation, peut-être qu'elle répondrait déjà à ces défis. Donc la manque de clarté, comme j'ai présenté la théorie de changement, c'est un outil hyper puissant pour la clarté. Donc on peut avoir une vision commune et partagée sur qu'est-ce qu'on veut ou ce qu'on fait, quel est l'impact recherché par l'organisation. Donc on a plusieurs organisations qui ont témoigné sur la valeur de cette démarche. Sur le manque de repères, donc pour l'avoir, il faut passer d'une vision de réalisation où on a un nombre de bénéficiaires, ça c'est des données réelles. Donc 80 personnes en contrat d'insertion. Après, on pose la question, bénéficiaires autonomes dans la recherche d'emploi, c'est 30%. Ça veut dire si une fois que les personnes quittent le contrat d'insertion, elles seront plus capables de trouver un emploi. Donc il faut aller collecter la donnée qui ne nous permet pas que de nous afficher la bonne photographie, mais aussi de nous challenger et de démontrer des pistes d'amélioration, quels sont nos points de faiblesse. Et donc on a besoin de courage pour le faire, c'est d'identifier les faiblesses. Et puis, troisièmement, un rapport d'impact clair et solide méthodologiquement, ça peut déjà nous permettre de communiquer et l'impact de façon robuste. Donc vous avez une question? Oui, si vous permettez, je pense qu'il y a tellement de méthodes d'évaluation de l'impact, tellement d'outils de monétisation, tellement d'attentes, au point que je pose la question, est-ce qu'il n'y a pas risque d'instrumentalisation des résultats de l'évaluation d'impact? Parce que ça devient aussi un outil pour politiser l'impact. Oui. Et est-ce qu'on ne peut pas envisager des situations de vérifier l'effectivité de l'impact? Donc oui, il y a des vérifications. Là, on va partir sur des vérifications de la robustesse méthodologique. Donc nous, on a une évaluation de la qualité de la mesure d'impact. Et on a 3 piliers d'évaluation. Le premier, c'est la robustesse méthodologique. Est-ce qu'on a bien suivi la méthodologie? Est-ce que la théorie de changement elle a pris en compte les effets principaux? Est-ce que les principales parties prenantes ont été consultées? Le deuxième pilier, c'est concernant les données. Est-ce que les données sont fiables? On a une population de 2000 bénéficiaires, on a consulté 10, ce n'est pas représentatif, donc il faut avoir une représentativité statistique. La méthode d'évaluation, est-ce que les questions elles étaient biaisées ou pas? Donc on peut évaluer aussi la fiabilité de données. Et troisièmement, quelle est l'appropriation de la mesure d'impact? Donc est-ce que la mesure d'impact, elle est utile? Et moi, je suis pour que ça ne soit pas un outil simplement de communication, mais utile pour les structures, pour prendre des décisions. Est-ce qu'on a dans toutes les instances gouvernementales de l'association ou de la fondation, de l'organisation, une contamination des données d'impact et on va utiliser ces données pour prendre des décisions? Comment on s'approprie de la mesure d'impact? Et quand on communique, comment on le fait? Est-ce que c'est de façon transparente ou c'est juste pour afficher l'impact le plus positif et pas aussi les impacts améliorés, les impacts moins positifs ou négatifs? Donc il y a une façon, je pense qu'aujourd'hui, grâce à ce processus qui est assez reconnu, on peut évaluer et
et je pense qu'il y a toujours ces risques, mais c'est comme une science de gestion et des professionnalisations. Donc je pense que moi je vois comme ça, positivement, pour un outil de gestion pour les acteurs sociaux. Mon avis personnel, peut-être. Donc, on voit que la maison d'impact elle peut répondre à ces trois effets. On a fait une collecte des données donc, auprès des projets qu'on a accompagnés. Donc, on a accompagné plus de 700 projets à date. Mais l'enquête, je pense qu'on doit avoir une centaine, 80 réponses. Voilà. Et les principales retombées qui constate, c'est rendre des comptes aux partenaires, comprendre la valeur sociale de ma structure, identifier des améliorations pour mon projet, donner plus de visibilité au projet, attirer des financeurs et donner du sens aux collaborateurs. Donc c'est assez en ligne avec ces trois défis que j'avais présentés. Et je pense tout à fait qu'une maison d'impact, elle peut répondre à ces défis sans forcément aller sur la partie monétaire économique. Des trois domaines de la mesure d'impact, il y a d'abord la portée, la profondeur et la durée. Est-ce qu'on a le choix de se limiter par exemple à la portée, ou est-ce que pour avoir une vraie mesure d'impact, on doit les traiter, traiter les trois domaines? Et je parle particulièrement des institutions ou ONG qui interviennent dans le domaine du renforcement de capacités, de formation, où la mesure d'impact à longue, de l'impact, elle se fait dans la durée. Oui. L'impact ne peut pas être mesuré tout de suite non. après. Donc est-ce qu'on peut, dans un premier temps, je ne sais pas, ce premier temps il dure combien d'années, se limiter à la mesure de la portée? Si on limite à la portée, on va rester ici. C'est ce qu'on appelle la réalisation, nombre de bénéficiaires. Exactement. Et ça, c'est pas de l'impact. En fait, normalement, on dit que c'est de l'impact des résultats et impact. Et donc, si on limite, par exemple, comparons deux associations, une association qui fait de la sensibilisation, donc elle touche 200 000 personnes, et une personne qui accompagne des personnes âgées isolées à leur domicile, elle soutient une vingtaine. Ces personnes âgées, elles n'auraient pas pu, disons, avoir un lien social, elles seraient en dépression. En France, on a des statistiques de taux de suicide parmi les personnes âgées beaucoup plus élevé, grâce à l'isolement. Donc, en termes de portée, on a d'un côté 200 000, l'autre 20. Mais ce qui change, quelle est la profondeur de l'impact, parce qu'on va changer la vie des 20 personnes d'un côté, et l'autre, on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe avec cette sensibilisation. Et donc, dans la démarche de sensibilisation, on va essayer de comprendre quels sont les résultats plus immédiats. Est-ce qu'ils ont arrivé à lire? Donc, si on envoie un mail, combien de mails a été ouvert? Est-ce qu'on peut les interroger et dire, est-ce que le message était clair? Est-ce qu'ils ont compris? Ça, c'est une deuxième étape. Est-ce qu'ils ont été sensibilisés? C'est une troisième étape. Est-ce qu'ils ont changé de comportement? C'est une quatrième étape. Donc ça, c'est la chaîne de changement de comportement qu'on va essayer d'identifier et de mesurer étape par étape. Et ça va nous apporter de la donnée pour changer nos activités. La formation, pareil. Donc, est-ce qu'il y a eu de l'acquisition de compétences? On peut mesurer immédiatement. 6 mois après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont appliqué cette acquisition de compétences? Est-ce que ça les a ouverts à d'autres expériences? Sinon, pourquoi? Donc, on a un projet avec la Fondation Schneider Electric sur une formation technique des personnes en 40 pays. Et donc, on essaye de voir quel est le changement dans la vie des personnes. Est-ce qu'ils ont trouvé un emploi, mais pas que. Est-ce que la formation les a permis de clarifier leur projet professionnel, d'aider leur famille? Mais il faut les interroger
comme vous disiez, au moins 6 mois après. Ouais. Et vous avez aussi présenté, excusez-moi, parce que vous avez présenté 3 manières de quantifier l'impact. Combien? C'est-à-dire soit utiliser une base de données d'indicateurs séquentiels, soit la randomisation, soit ex ante, post ante. Est-ce que c'est au choix, dépendamment de... Oui, c'était juste une illustration des méthodes possibles, mais il y en a d'autres. En fait, on peut créer nos propres indicateurs des mesures à partir des effets, donc on identifie des effets. Comment je vais évaluer l'acquisition des compétences? Est-ce que je vais faire un examen? Est-ce que je vais poser la question donc, quel est votre niveau des compétences sur ces côtés? Ou est-ce que vous êtes capable de monter un cadre électrique? Non. Des 1 à 5, je ne suis pas sûr. Oui, tout à fait. Et après, je pose la même question et je vois comment elle se positionne. Donc, il y a plusieurs façons de mesurer de manière plus... Pas nécessairement la randomisation. Randomisation. C'est très... Donc, ça, c'est une bonne question. Donc, randomisation, c'est un peu ça. Donc, randomisation... On nous bloque en nous avançant à si vous ne faites pas la randomisation, ça veut dire que les résultats obtenus n'ont aucune valeur. On a un cas très intéressant de randomisation d'un projet. Randomisation, c'est une parmi d'autres méthodes d'évaluation de la contribution. Parce que là, on n'est pas dans la mesure de l'impact, mais est-ce que c'était vraiment le projet qui a permis ces changements ou autre facteur externe? Et donc, pour cela, on va créer un groupe témoin. Donc, c'est beaucoup utilisé pour les médicaments. Et on va comparer le groupe témoin. Donc, on va donner des placebos au groupe témoin de manière aléatoire. Donc, il y a même la question éthique. Mais c'est très cher. Donc, c'est très scientifique. Cette étude, pour cette association, ça a coûté 300 000 €. Et aujourd'hui, on travaille avec eux. Et ils disent, pour la gestion de l'impact, c'était inutile. Mais j'ai pu prouver mon impact, ça m'a permis d'obtenir un financement, parce que c'était une exigence de l'acteur public, dire je vous finance si vous faites une mesure d'impact randomisée. Mais est-ce qu'on doit le faire? Si vous pouvez éviter, je vous conseillerais, parce que c'est cher, c'est très scientifique, c'est très précis. Après, on a d'autres méthodes, et on a des méthodes très pragmatiques et fiables aussi. Donc, on peut avoir la méthode ex ante ex post, ça veut dire on mesure quelle est la situation aujourd'hui, quelle est la situation après. On pose la question de la personne, est-ce que ces changements ont été grâce à notre association? Ça, c'est une façon très simple de le faire et très robuste méthodologiquement. Mais il faut avoir plus de questions, il faut poser plus de questions. Donc, c'est très pragmatique comme démarche et très robuste aussi. Et voilà, il y a d'autres méthodes beaucoup plus pragmatiques. Donc, si vous êtes intéressé, je peux vous envoyer cette présentation avec des références. N'hésitez pas, je laisse ici mon mail pour que si vous êtes intéressé. Et est-ce que vous avez des questions? Oui. Juste peut-être une remarque sur l'importance, sur le prérequis de ce genre d'évaluation, c'est les données et l'importance du suivi. Parce qu'on est des fois arrivé à travailler sur les évaluations, il faudrait faire l'évaluation de l'évaluabilité du projet à évaluer. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais juste pour insister sur l'importance du suivi, des données, etc. pour pouvoir atteindre. C'est un prérequis. En fait. Si on n'a pas la donnée de comment interroger les bénéficiaires, quels sont les contacts des bénéficiaires, on ne peut pas envoyer une enquête, on ne peut pas les consulter, et donc on n'aura pas de données, bien sûr. Quand on parle d'impact, après 6 mois, il faut pouvoir garder ces données. Disons le CRM, etc. tout à fait. Et dans un contexte quand même
est disponible toujours, c'est-à-dire on n'arrive pas toujours à avoir des comparatifs, etc., puisés dans des donc voilà, on ne peut pas comparer par exemple le coût d'un chômeur marocain à celui en France, etc., où les données peuvent être disponibles. Et ça, c'est une différence entre l'évaluation et la mesure. Donc la mesure, on va vraiment faire un suivi et avec des données de l'association. L'évaluation, pas forcément. On vient un expert externe avec des données, peut-être pas des données primaires, mais des données secondaires, et il va donner son avis sur l'impact. Donc là, si on est dans une démarche de gestion, on va forcément entrer dans cette demande des données, organisation de la donnée, et aussi on va créer de la donnée. Et aujourd'hui, on n'a pas de données d'impact, donc il faut interroger les parties prenantes. Et ce n'est pas forcément mauvais, parce que le retour qu'on a des associations aussi, c'est que ça les oblige à structurer une démarche de collecte de données, de relations avec le bénéficiaire. Donc on a un projet sectoriel où on a plusieurs associations dans la protection de l'enfance, et ça les permet, ils avaient déjà des échanges avec les jeunes, mais la maison d'impact, ça les permet de structurer, d'avoir une démarche de collecte de données plus organisée. Oui. J'ai une question un peu en lien avec le timing du coup et la data. Comment en fait on peut intégrer cette mesure d'impact dès le départ, pendant le pilotage stratégique du projet, pour en fait essayer de driver l'impact économique et social avant de laisser passer 1 an, 2 ans et ensuite, j'ai envie de dire, restructurer sa façon de voir les choses pour ensuite évaluer son impact. Ouais, merci pour la question. Donc, on peut mettre en place une mesure d'impact à tout moment, bien sûr, mais quand on n'a pas déployé nos activités, on ne peut pas mesurer l'effet. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas démarrer la réflexion et notamment démarrer la construction de l'atelier de changement. Et peut-être on peut s'arrêter ici ou avoir quelques indicateurs en tête comme objectif de l'impact. Donc je vous encourage à commencer tôt, mais sans entrer dans la collecte, parce qu'il n'y a pas de bénéficiaires. Et je pense que pour les projets plus jeunes, comme on parle aujourd'hui beaucoup d'innovation sociale, on a beaucoup de liens entre la mesure d'impact et le design thinking, l'innovation sociale. Donc la validation des innovations. Donc on a une théorie, notre théorie de changement. Donc comment on valide cette théorie? La mesure d'impact, c'est exactement là-dessus. Donc tout à fait. Donc je pense que c'est une bonne remarque de commencer tôt à poser le cadre de la théorie de changement, valider cette théorie de changement. Au fur et à mesure, le projet est mis en place et au début, même pour la création d'impact track, je faisais beaucoup d'entretiens avec les parties prenantes. Le design thinking, c'est ça, l'innovation sociale, c'est de comprendre les besoins, comprendre la partie prenante, et ça, c'est tout à fait, ça fait partie tout à fait d'une démarche d'évaluation. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Un léger témoignage en même temps, des questionnements par rapport à certains éléments de méthode et de réflexion pour l'analyse d'impact. Je suis moi-même executive manager en charge de la performance, de l'impact et du capital au sein d'une fondation ici au Maroc, Fondation Métis pour la protection de l'environnement. Et depuis 2 ans, nous travaillons sur un axe de développement qui est lié à l'impact et donc qui est lié les indicateurs de réalisation qu'on avait toujours eu, à les indicateurs d'effort qui ont toujours existé, et puis de passer de cette logique de réalisation d'effort à une logique d'impact. D'accord. Que nous lions en fait à la performance des équipes qui sont en charge des projets. D'accord. Donc d'où ce triptyque. Alors le questionnement, c'est par rapport à la maturité du secteur ou de l'objet de l'étude. Oui. Si on parle d'un sujet qui a, par exemple, la sensibilité à la question environnementale, si on en parle il y a 10, 15 ans, même 20 ans, le niveau de sensibilité, de maturité de ce secteur de la sensibilité de manière générale a été relativement fragile ou faible. Aujourd'hui, nous nous adressons à une population qui est relativement plus avertie, Oui. et donc on a des prérequis. Et donc nos méthodes d'analyse d'impact de suivi varient en fonction de la maturité. Donc si vous avez des exemples à partager avec nous par degré de maturité, un simple exemple que j'aimerais aborder, sur lequel j'aimerais avoir un peu plus de clarté,
c'est quand on analyse cet impact sur un niveau qui est lié à la connaissance, Oui. c'est pas la même chose quand on parle de sensibilité Oui. à une question donnée, Oui. où on parle d'impact carrément sur le comportement. Ça, c'est là où le bas blesse quelque part en termes de capacité de mesure, c'est par rapport au changement de comportement. Autant sur la maîtrise de la connaissance, on arrive à développer avec les moyens du bord des techniques avec santé post-santé pour qu'on puisse les mesurer. Sur l'impact, sur les indicateurs de résultats, oui. Mais quand on arrive à l'impact sur les comportements, là on a à la fois la difficulté du constat, parce qu'on arrive à constater un changement de comportement à l'échelle sociétale, et puis comment individualiser cela pour le rendre crédible. Oui. Au final, il faut bien qu'il y ait un enfant dont le comportement a changé d'un instant A à un instant B, tout en passant par une action que nous avons réalisée. Donc, si vous avez des expériences à partager dans ce sens, Oui, peut-être j'ai une expérience intéressante à partager. Pour Fondation Schneider Electric, on les accompagne dans la mesure d'impact d'un programme qui s'appelle Youth Employment, Education and Entrepreneurship. Et donc c'est un programme qui finance des projets en 80 pays différents. Et ils avaient un objectif, que ce n'était pas d'évaluer l'impact du programme, mais aussi de renforcer les compétences des associations. Donc exactement ce que vous dites, donc la différence des maturités des associations dans la mesure d'impact, elle était très hétérogène. Donc on avait des grandes associations, des toutes petites associations. Et donc c'est une expérience parce que c'est en cours, on les accompagne depuis presque 3 ans maintenant. Et donc pour la fondation, elle a un rôle un peu particulier puisqu'il est indirect. Donc on a la fondation, l'impact de la fondation, il est indirect, donc il finance les associations et à travers ces financements, elle espère changer la vie des bénéficiaires. Elle n'a pas le contact avec les bénéficiaires. Donc il est imposé de faire monter en compétence les associations, les inciter à mesurer leur impact sur les bénéficiaires pour que cette donnée puisse remonter jusqu'à la fondation. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les fondations, ils en citent, mais il n'y a pas d'indicateur commun. Donc chaque association fait de sa façon. Et donc c'est des données hétérogènes, pas agrégeables, donc il n'y a pas une vision commune. Donc pour la fondation, c'est qu'on a travaillé avec 5 projets pilotes en différents pays, le plus hétérogène possible, pour voir parmi dans ces 2 extrêmes, quel est le cadre qui est mutualisable. Donc il y a un socle d'indicateurs qui est commun. Et après, chaque association aussi a des indicateurs spécifiques, parce que le but, c'est aussi de rendre des outils utiles pour l'association, sinon c'est juste de reporting. Donc on travaille avec les associations, ça a permis aujourd'hui de collecter des milliers de données dans différents pays, d'analyser, de comprendre l'effet sur le terrain. Et aussi une autre couche, c'est beaucoup plus simple, de mesurer l'impact direct, on appelle. Donc quelle est la contribution de la fondation auprès des projets soutenus en termes de compétences, visibilité. Donc ça c'est beaucoup plus simple. Et après, de comprendre les liens entre les capacités des associations et l'impact réel sur le terrain. Et donc ça, c'est une expérience. Voilà. Et aujourd'hui, on travaille de plus en plus avec ce qu'on appelle des démarches collectives. Donc le but, c'est pas de standardiser, mais de créer un socle commun. Et les associations, elles sont très intéressées parce que ça permet aussi de mutualiser le coût d'une démarche de mesure d'impact. Toute la recherche, des revues de littérature, tout ça est mutualisable. En plus de pouvoir agréger les données et faire du plaidoyer du secteur, pas seulement d'une association, mais toutes les associations qui œuvrent pour un bien commun. Est-ce que vous avez d'autres questions ? D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui.
de la collecte, c'est de former les équipes à la collecte. Oui. Donc, moi, je suis responsable de suivi d'évaluation du programme entrepreneurial au sein du ECD en France, qui a une délégation ici au Maroc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait un bon système de suivi d'évaluation. On a été accompagné sur la construction de la théorie du changement, etc. Donc, on a validé les steps les uns après les autres. Et on s'est rendu compte que, en fait, un des premiers steps sur la collecte, on avait beau former les équipes, on avait beau sensibiliser aussi les équipes à la collecte de la donnée, etc. Mais on s'est rendu compte qu'on manquait, nous, d'impact par cette formation et cette sensibilisation sur les équipes chargées de la collecte, parce qu'on ne faisait pas redescendre, en fait, les résultats en fait, de les analyses et l'impact. Ah oui. Et donc, ils avaient souvent l'impression de collecter Oui. pour collecter. Je suis collecteur de données. Est-ce que vous travaillez, est-ce que vous avez des exemples justement de travail qui a pu être mené dans ce sens-là? Et nous, on est à la recherche justement de comment faire redescendre ces informations de manière efficace, qui fasse du sens, sans que ça prenne évidemment trop de temps. En fait, Oui, oui. Je pense que l'honneur de la guerre, je vais juste mettre sur la slide initiale, mais l'honneur de la guerre, c'est justement la méthodologie, mais aussi la collecte des données. Et un des bénéfices les plus mentionnés, c'était qu'on demande au projet, c'était la fédération des équipes. Si c'est là, est bien fait. Et donc, je pense qu'il y a un exemple. On a accompagné une association qui s'appelle SC2S en France. Elle soutient des personnes âgées. C'est le service civique. Donc, c'est une personne qui fait un jeune volontariat au lieu de faire devenir un militaire. Il est un service civique. Il aide des personnes âgées. Et donc, on a 160 000 bénéficiaires, donc c'est énorme. Je ne me rappelle pas le nombre de services civiques, mais c'est aussi conséquent. Donc la collecte de données, comment on a porté à ce niveau? Donc on s'appuie sur les services civiques et on a fait une formation des webinaires pour dire quelle est l'importance. Donc il y a une démarche spécifique à faire là-dessus. Et si c'est bien fait, il y a un impact énorme parce que les services civiques, ils ne sont pas là pour... donc il y a un purpose, donc ils sont très contents de faire partie de ça et d'avoir des retours sur les effets du terrain. Donc il y a eu toute une démarche de communication qui peut être faite de façon webinaire, donc pas coûteuse, et de démobilisation de l'équipe. Donc, mais ça c'est tout à fait pour pas avoir le sentiment, voilà, mon rôle c'est de collecter des données simplement. Mais ça, c'est hyper important et nécessaire. Surtout dans ces cas que c'était des personnes âgées, pas à l'aise avec les outils digitaux. Donc, c'est des entretiens, donc ça mène beaucoup de temps. Impossible à faire à cette envergure si on n'embarque pas les services civiques dans ces cas. Donc, il faut penser à une stratégie de collecte de données et chaque projet a sa façon. Donc, ce n'est pas simplement la méthode, ce que je disais, Rosenberg, Sinek, en effet. C'est aussi comment je vais collecter des données. J'ai une formation, est-ce que c'est un QR code? Les personnes, ils ont un portable. Donc, on a collecté, Schneider, c'était 40 pays différents. Donc, est-ce qu'ils ont accès à Internet ou pas? Dans certains pays, on avait pensé à des collectes hors ligne. Donc, on a créé une plateforme digitale des mesures d'impact pour faciliter la prise en main. Donc, on a développé une fonctionnalité spécifique hors ligne pour la collecte de données. Il s'avérait que n'était pas utilisé, que les associations ont préféré imprimer des formulaires, distribuer les formulaires et après insérer manuellement dans... donc c'est aussi, ça fait partie de l'innovation. Mais pas voir, je pense, la mesure d'impact comme un process toujours de reporting, comment on peut l'intégrer, parce que sinon c'est un travail en plus et parfois contre-productif pour l'association. Parce que et donc, il faut l'intégrer dans la démarche et faire attention aussi avec le niveau de précision qu'on souhaite. Parce qu'on peut avoir une démarche simple qui nous fournit des données qui nous permettent de prendre des décisions.
C'est ça l'objectif, c'est pas d'avoir une mesure d'impact parfaite, mais de commencer et faire évoluer la démarche. Merci tout d'abord pour toutes ces informations très utiles. Merci. La pratique de mesure d'impact qui est bien louable et qui malheureusement dans notre contexte se fait, et ça se voit aussi sur vos chiffres, on le fait parce qu'on veut rendre compte à un bailleur de fonds, parce que c'est à la mode aujourd'hui. Je voulais vous poser la question, est-ce qu'une structure, une association peut faire ça elle-même, ou est-ce qu'il serait mieux de confier ça à une autre organisation qui est spécialisée, bien que les coûts en fait sont là, pour que le rendu soit le plus objectif? Même si on fait appel à un cabinet de conseil, la collecte des données, 99%, elle passe par l'association. Donc ça ne change en rien, en fait. C'est juste le cadre méthodologique. Si les questions ne sont pas biaisées, si les principaux effets sont bien là. Donc c'est ça qu'on va pouvoir assurer. Et est-ce qu'on a besoin d'externaliser pour avoir cette preuve? Donc aujourd'hui, on travaille, je vous dis, avec les principaux financeurs sociaux en France. Ils posent plus cette question, ça vient d'un côté plutôt financier, d'avoir le tampon du expert comptable sur le bilan. Et donc je pense qu'il y a aussi une maturité de qui demande ces données sur accepter ces données et dire je suis pas là, c'est pas pour contrôler, c'est pour les faire monter en compétences, c'est pour générer plus d'impact. Mais parfois il y a besoin de cette éducation aussi des financeurs sur qu'est-ce qu'on veut vraiment. Donc je n'ai pas répondu à votre question, mais ça dépend. Il y a plusieurs façons de s'élancer dans une maison d'impact. Soit on fait nous-mêmes en interne, ça va vous prendre plus de temps. Donc il y a des outils gratuits en ligne, c'est tout à fait possible. On estime que ça peut prendre environ 40 jours de travail. Soit on s'est fait accompagner, donc il y a des propositions de coaching. On fait ça, il y a des consultantes qui le font. Donc ça vous permet de réduire drastiquement le temps. On estime, chez nous, on collecte ces 10 jours pour la première mesure d'impact, donc 1 jour par mois. Il faut avoir les outils, donc ça simplifie la démarche, donc c'est comme une formation. Donc ça coûte, donc il y a un prix. Et puis le troisième, plus externalisé, c'est faire appel à un cabinet de conseil. Ça coûte plus cher, mais il faut dédier environ 5 jours de travail. Et en France, un rapport d'impact, ça coûte environ 20 000 €. Donc juste pour vous donner des repères hors de grandeur des coûts et temps. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Je voulais vous remercier pour la présentation, c'est vraiment très intéressant. Avec plaisir. Et surtout peut-être des besoins de confirmation surtout, parce que en fait la méthodologie, comme vous avez très bien dit, c'est nécessaire d'avoir une bonne méthodologie, mais il y a aussi un besoin aussi d'une bonne définition des indicateurs de mesure d'impact. Parce que moi, j'avais remarqué dans des projets, si les indicateurs ne sont pas bien définis au départ, parfois on risque de biaiser l'analyse et les résultats qui peuvent être par la suite. Ou pas nous permettre de prendre des décisions. Voilà. Donc, oui. Et le deuxième volet, c'est tout à l'heure, vous avez parlé de la situation d'avant et après. Oui. Ça, c'est bien d'avoir aussi, c'est-à-dire une méthodologie pour avoir une certaine triangulation. Parce que sur le terrain, parfois, on peut avoir des réponses qui peuvent être déclaratives. Donc, forcément, on ne peut pas mesurer l'impact à partir de ces méthodes qui sont déclaratives. Surtout dans le volet entrepreneuriat.
Parce que parce que comme on est dans un forum de l'ESS, si on parle de la mesure de l'entrepreneuriat, moi je parle surtout des études d'impact de la partie entrepreneuriat. J'aimerais bien avoir quelques avis sur cette partie-là. Parce que l'emploi, je pense que c'est vraiment plus facile à... Ah, tout à fait, c'est objectif. À mesurer l'impact. Mais quand on passe sur la confiance, sur l'estime, on ne va pas regarder la personne et dire « Ah, confiance, 5, vous, 4 », donc on ne va pas avoir un évaluateur capable de le faire. Il y a plusieurs études en fait, très intéressantes qui comparent la donnée objective. Objectif, c'est chiffré, nombre d'emplois, nombre de personnes, salaire. Subjective, c'est la perception, la vie. Merci pour votre question. Et donc, quelle est la différence? Est-ce on n'a pas l'habitude de prendre en compte ces données? 80% des personnes déclarent qu'ils ont eu un gain d'estime de soi. On n'a pas l'habitude d'utiliser ces types de données. Donc, est-ce que c'est fiable? Parce que c'est déclaratif. Donc, on travaille avec quelques banques. Les banquiers, c'est très difficile à concevoir qu'ils peuvent s'appuyer sur des données des sciences sociales. Donc, il y a une étude assez intéressante qui a comparé le temps qu'on passe sur nos portables. Donc, ils ont installé une application qui mesure donc, données objectives. Donc là, c'est très précis. Et la perception des personnes. Donc, ils ont interrogé les personnes. Combien de temps tu as passé sur ton portable cette semaine? Ils ont fait ces questionnaires. Donc, les résultats sont surprenants. Donc, la donnée, il y a une perte des précisions. Mais c'est des 5%. On surestime le temps qu'on passe sur le portable. Et quand le temps qu'on passe sur le portable augmente, on déclare que le temps passé sur le portable augmente. Donc les variations, elles sont toujours bien traquées, bien identifiées. Il y a une perte de précision, mais la fiabilité de la donnée, elle est suffisante pour qu'on puisse prendre des décisions sur ces données. Donc toute la donnée des bien-être, ça se base sur les déclarations des personnes. Mais voilà, il faut que les questions soient bien formulées. On ne va pas demander confiance d'1 à 5, quel est votre niveau de confiance? En fait, il y a une formulation, donc on va se baser sur des études des sciences sociales déjà éprouvées, donc Rosenberg, et comme ça, on va pouvoir dire ça c'est une méthode solide, et la donnée collectée, elle est bien représentative, donc c'est une donnée fiable, et donc je peux utiliser pour la prise des décisions. Est-ce que vous avez encore des questions? Non. Sur la formule que vous avez montrée tout à l'heure, la facile, je me demandais comment vous estimez la probabilité associée au poids mort. Celle-là, comment vous estimez le 9%, le 30%, le 10%, Donc ça, c'est une des limites de SREI. Donc il y a des démarches qui le mesurent. C'est qu'on fait normalement de manière plus pragmatique. Pour le poids mort, on demande aux personnes. Donc, est-ce que vous auriez trouvé un emploi sans l'aide de... Et ici, est-ce que vous avez aussi bénéficié d'un autre accompagnement en plus de... Et donc, on voit le pourcentage de personnes qui répondent à ces deux questions. Donc, c'est des questions qu'on met systématiquement de poids mort et d'attribution. Pardon? Je sais pas quoi.
Aussi, on évite, mais il y a des études qui le font, et donc ça, il y a beaucoup des questionnements là-dessus. Et donc, quand on n'a pas la donnée, on va être plus conservateur, donc on va déprécier davantage la valeur. Après, donc ça, c'est SROI pour calculer. Mais pour l'impact, il y a la même question, en fait. Quelle est la part attribuable à l'activité, même si je ne monétise pas? Donc, parlons de l'autonomie à trouver un emploi. Est-ce que c'est grâce à l'initiative que la personne elle est autonome à trouver un emploi, retrouver un emploi? Et par expérience, poser la question de cette façon, elle est très floue. Est-ce que vous avez bénéficié d'une autre initiative? Mais qu'est-ce qu'il parle? Donc on a fait cette expérience en 40 pays différents, différentes cultures. Parfois les personnes ne comprennent pas. Et je comprends. Hein. Donc est-ce que c'était grâce au projet? Mais comme c'était grâce au projet? Donc c'est parfois plus précis de poser la question quelle était la contribution de l'initiative à votre autonomie à trouver un emploi. Mais ça implique d'avoir un indicateur de contribution pour chaque effet. Donc pas pour l'ensemble des effets. Normalement, on travaille comme ça. Je trouve plus précis et ça nous apporte plus de données parce qu'on rarement on va faire une analyse économique. Donc on va s'y limiter plutôt à l'impact social. Je pense qu'on doit y... Mais on peut continuer nos échanges après? Ok, bon. Merci beaucoup à tous pour la participation. Merci. Merci.